Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on s'est déplacé jusqu'à God Manchester, entre un champ de maïs et un champ de soya, afin de rencontrer François Guillon, chef propriétaire du domaine de la Templerie. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Choix du Chef. Cette semaine, on s'est déplacé jusqu'à God Manchester, une super ville un petit peu en campagne, un peu en retrait, mais quand même qui offre un paysage fantastique. Je suis en compagnie de François Guillon, propriétaire de la table de domaine de la Templerie. François, toujours un plaisir de te voir. Comme j'expliquais tantôt à mon réalisateur, tu es sans doute un des cuisiniers pour qui j'ai le plus de respect dans toute la région pour le travail énorme que tu as avec ta table champêtre. Puis j'aimerais ça que tu puisses expliquer un peu au monde ce que ça implique d'avoir une table champêtre. C'est pas juste recevoir des gens à manger. C'est les bouts faciles, OK? La cuisine, c'est juste la fin de semaine. C'est la surface de la chose, parce que François, je vais essayer de faire un résumé bref. Là. François, il est papa, 2 enfants. Il est propriétaire de la Templerie. Il fait sa culture de légumes. Il fait l'élevage de volailles. Est-ce que tu as du bovin aussi? Je ne sais pas. Bovin, lama, sanglier, sirop d'érable. Donc, François, il y a une moyenne de nuit de sommeil d'à peu près 4h30 par nuit. La fin de semaine, ça. Oui, puis je n'osais pas dire, au travers de tout ça, tu cherchais un peu à te garder en forme, fait que tu trouvais du temps pour t'entraîner. Plus être pompier volontaire. Alors, ça tient les semaines chargées. Moi, qui vis un peu le même scénario, mais à 50% de sa vie, puis je suis fatigué, j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme qui est devant moi. Alors, François, juste nous expliquer un peu brièvement, finalement, une table champêtre, c'est rendu un peu un trademark, je peux dire. Oui, c'est une marque. C'est une marque déposée. Bien particulière. Le but, c'est d'avoir une production sur la ferme. Donc, il faut être agriculteur, membre de l'UPA. Il faut faire partie du réseau Terroir et Saveurs du Québec pour avoir la marque table champêtre. Et ça prend 70% qui vient de la ferme ou du terroir. Donc, le terroir du Québec, là, il y a assez de produits qui viennent d'ici. Puis nous autres, on a au moins 70% qui vient de la ferme, à part les poissons, fruits de mer qu'on n'a pas vraiment dans le coin. Là. Oui, mais tu t'en sers pas nécessairement ici. Non, juste 2-3 petites entrées avec ça. Oui, pour faire un peu différent. C'est plus pour le plaisir du chef que pour le client. Au niveau de la production, dans une année, là, on parle, il y a des périodes un peu plus tranquilles, comme là, l'hiver s'en vient, donc pour toi, c'est plus tranquille, mais encore là... Il y a autre chose à faire. Okay. Là, vu que le printemps va arriver, ça va être le sirop d'érable. Là, c'est une période, 3-4 semaines assez intensive. Ça dépend des années. C'est 2 semaines à 1 mois et demi, des fois, que ça dure. Puis il y a la préparation avant aussi. Donc, le bois pour... j'ai pas de hausse, c'est tout à la chaudière. 2000 boquettes à laver, installer, tout ça. Donc, une étape à la fois, tout est cédulé pour que ça rentre dans le temps. J'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, François, on va aller dans la cuisine tantôt. Tu vas nous préparer des choses de ta ferme, c'est sûr. Oui, avec nos produits, bien entendu. Oui, et qu'est-ce qu'on va manger? On va commencer avec un tartare de canard en entrée, qui est assez particulier. Comme ça, tartare saumon, bœuf, veau. Canard, on n'entend pas souvent. Puis pour finir, une petite touche sucrée avec une mousse à l'érable et son croquant. Donc un petit sucre d'érable fait ici même. Super. Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de M. Jean-Philippe Hudon de la fromagerie Chaput de Châteauguay. Et M. Hudon, la fromagerie Chaput existe depuis combien d'années? Ça fait plusieurs années que la fromagerie existe. D'accord. D'abord, la famille a commencé en tant que fromager marchand, en tant que boutiquier. OK. On avait des fromageries à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, dans Outremont aussi. D'accord. Avec les années, ça c'est mon beau-père, Patrick Chaput, et son frère Pierre-Yves qui avaient lancé ça. Avec les années, ils ont eu de plus en plus de curiosité et puis ont décidé de se lancer dans la fabrication. OK. Alors, d'où le déménagement à Châteauguay, où on s'est installé au tournant des années 2000. Alors là, on a cessé complètement l'importation, la revente. OK. La famille s'est lancée dans la fabrication. OK.
Et là, donc, on est au tournant des années 2000. Ça a pris combien de temps? Parce qu'on ne fabrique pas du fromage là, comme ça. Là. Ça doit prendre un certain temps. Oui, on a commencé à être capable de faire du bon fromage la semaine passée. Non, c'est pas vrai. Je dis ça en blague, mais en même temps, c'est un long cheminement. Les premières années, d'abord, il faut comprendre que nous, à la fromagerie, on fait plusieurs recettes. On a officiellement une douzaine de variétés, mais on en fait même plus que ça. On va à 15-16 variétés selon les saisons. Alors, un des plaisirs du fromager puis de son fils, maintenant, Jérémy, c'est vraiment d'expérimenter, de faire des nouvelles recettes, de toucher à toutes les familles. Chèvres, vaches, croûtes fleuries, bleues. On essaie vraiment d'être bon. Alors, c'est un métier qui s'apprend. Il y a des recettes qui, dès le départ, étaient meilleures, d'autres qui ont évolué. Alors, j'oserais pas dire qu'on est parfait, mais ça évolue. Mais ça a pris combien de temps avant de développer le premier fromage qui a été commercialisé? Bien, les premiers, je pense que le premier qui a été populaire, en tout cas, c'est le vacherin, qui est un fromage inspiré du vacherin français, qui est une petite meule qu'on fait vieillir avec un morceau d'écorce d'épinette autour de la meule. Ça permet de donner un goût boisé au fromage. Boisé, OK. Donc ça, c'était l'un de vos premiers. Ça a été un des premiers. C'est avec ça qu'on s'est fait connaître. On a eu un petit peu, ils en ont parlé dans les médias. Il y a des chefs à l'époque qui ont fait des articles, des recettes avec ça. D'accord. Ça nous a fait connaître. Et le vacherin Chaput, encore aujourd'hui, on nous en demande. Il y a les fromages de chèvre aussi. Dès le départ, on a eu la chance d'être associé à des producteurs de chèvre de qualité. Donc, on a fait notamment notre bûchette cendrée de chèvre, qui est très populaire bonne. aussi. Oui, puis ça, c'est un produit qui est très stable dans le temps. D'accord. On n'ose pas y toucher. Là, c'est un classique. La recette est à point et on la laisse là. Oui, moi-même, c'est mon coup de cœur. Ah oui? Ah oui. Mais je crois qu'une des caractéristiques de votre fromagerie, c'est que vous travaillez exclusivement avec du fromage au lait cru. Du lait cru, dis-je, pour faire vos fromages. En effet, que du lait cru. Ça veut dire une méthode, des manières de travailler qui sont très artisanales. OK. Ça veut dire une qualité de lait qui doit être exemplaire. Donc, ça implique de très bonnes relations avec nos producteurs laitiers qui sont des familles sérieuses. Qui sont toujours les mêmes? Oui, qui sont toujours les mêmes. Bon, ça peut arriver qu'on va chercher des voisins à côté pour appuyer quand on a des périodes de grande production. D'accord. On essaie, en tout cas, on est fidèle avec les mêmes depuis des années. Ah oui? C'est important parce que la qualité du lait est tributaire de la qualité des fromages. Nécessairement. En lait cru, en plus, ça va affecter tous les aspects. On ne peut pas tricher. Alors, le lait va donner le goût du fromage, va donner la texture, la profondeur. Alors, c'est le secret. Puis, c'est une production justement artisanale, donc peu mécanisée, fait à la main, avec des variations selon les saisons. OK. Bien, parfait. Je vous remercie infiniment, M. Hudon, puis Merci. Au plaisir de déguster bientôt. Oui. Bon, M. Hudon, on est maintenant rendu à la portion dégustation. Vous avez apporté 3 échantillons ici. On a le premier qui est le métis. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien, le métis, c'est un petit fromage à croûte fleurie. Oui. Ça fait penser au brie ou au camembert français. Ce qui est particulier avec le métis, en plus d'être un fromage au lait cru, c'est que c'est un mélange de chèvre et de vache. OK. À 50-50? Dans des proportions qui ressemblent à 50-50. On va s'ajuster selon la qualité du lait, selon les journées. D'accord. Oui, 50-50. OK. OK. Et puis donc, au goût, on va t'emmener, bon, c'est une pâte molle, on va en prendre un petit morceau. Allez-y. Alors, vous allez trouver des notes, un petit goût champignonné qui est caractéristique des croûtes fleuries. Oui. Et pourquoi? Bien, d'abord, ça répond à 2 questions, ça, parce qu'on dit fromage à croûte fleurie, parce que ce qui constitue la surface, là, ce que les Français appellent la moquette, là, ce qui est le duvet, c'est des petits champignons. Si on regarde ça au niveau microscopique, ça ressemble à un champ de tulipes. Alors, c'est des petits champignons, la fleur s'ouvre, et puis ça donne cet aspect-là. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des croûtes fleuries. OK. Quand le champignon est fleuri, le fromage est prêt. Ah, OK. C'est comme la façon de savoir qu'il est prêt. Oui, en effet. C'est sûr que plus on le laisse vieillir, il va arriver un moment où cette fleur-là va disparaître. OK. Puis là, le fromage va atteindre un autre degré de maturation. D'accord. C'est souvent là aussi qu'il y a des arômes un petit peu plus prononcés qui vont apparaître. Et donc, c'est un peu comme les fleurs naturelles. À un moment donné, ils flétrissent. C'est un peu la même chose avec notre champignon ici. Exact. C'est un peu la même chose. Et puis, on ne met pas ça seulement pour que ça soit beau. Il y a une fonction. Le lait, il y a une certaine acidité dans le lait naturellement. D'accord. Cette fleur-là va se nourrir de cette acidité-là, va réduire l'acidité du fromage. Alors, ça permet vraiment, ça contribue vraiment au vieillissement ou ce qu'on appelle l'affinage du fromage. Et donc, plus on va laisser cette flore-là faire son travail, c'est là qu'on va retrouver à l'intérieur plus crémeux, j'imagine?
La texture, ben oui, c'est sûr que le vieillissement, c'est pas nécessairement une relation directe avec la fleur, là, mais oui, en effet, les croûtes fleuries, c'est des fromages qui ont tendance à devenir de plus en plus crémeux, de plus en plus oui. même liquide à la fin. Oui, là. OK. Les vrais amateurs là, vont aimer ça quand on ouvre la croûte. Là, Et puis, ça coule. Presque, là. Oh, c'est D'accord. ça. Là. D'accord. Et juste à côté, on a un autre fromage avec, souvent les gens, je crois, pensent que c'est une ligne de bleu, mais c'est pas le cas. En effet, c'est pas le cas. Ce fromage-là s'appelle le ratoureux. Oui, c'est inspiré du morbier français. D'accord. C'est un fromage avec une ligne de cendre au milieu. De cendre. Alors, de la cendre Végétale. Végétale, oui. En fait, c'est du bois brûlé. Nous autres, on utilise de l'olivier. Alors, c'est de l'olivier de OK. Bohême qui est brûlé. On utilise cette cendre-là pour garnir le centre. D'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est surtout décoratif parce que de la cendre, c'est du carbone, c'est neutre, ça n'a pas de goût, c'est pas D'accord. dangereux, ça change même pas le goût du fromage. C'est OK. vraiment une question d'aspect visuel. OK. Et ça remonte à une tradition moyenâgeuse. C'est D'accord. que à l'époque, les moines qui fabriquaient le fromage utilisaient la cendre parce que souvent, en fin de journée, il restait un petit peu de lait, pas assez pour faire une meule complète, mais assez pour faire une demi. Ils fabriquaient la demi-meule et puis là, grattaient la cendre en dessous des chaudrons où ils OK. faisaient chauffer le lait, couvraient la meule pour éviter que les mouches aillent se poser là-dessus la nuit, les D'accord. poussières. Puis le lendemain, à l'autre traite, enlevaient la cendre le plus qu'ils pouvaient, complétaient la meule, puis ça faisait des meules avec de la cendre au milieu. D'accord, tout simplement. Mais ils étaient ratoureux parce que, bon, arrivés au marché, ils vendaient tous les fromages qui n'avaient pas de cendre au milieu parce qu'ils avaient belle apparence. Puis là, ceux qui étaient sales, qui étaient tout noircis, ils étaient pris avec, donc ça devenait leur fromage pour leur consommation personnelle. Ah, d'accord, d'accord. Petit truc. Bon, mais parfait. Et au goût, on voit vraiment qu'il est plus goûteux. C'est une pâte semi-ferme et donc... Pas de semi-ferme, avec quand même un côté un peu fruité, Oui. le ratoureux. Alors, on a décidé d'en faire un fromage pas trop affiné, donc 6 mois, 8 mois maximum, pour garder aussi une certaine souplesse au niveau de la pâte. Parfait. Bien, merci infiniment. Merci à vous. Alors, on est rendu dans notre élément maintenant. Oui. Notre lieu de travail, notre jardin de plaisir, appelons-le comme on veut. Tartare de canard, François. C'est mon deuxième tartare à vie, je t'avertis. Oui. Il va être très critique. Parce que Parfait. j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du tartare. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand ingrédients là-dedans. Non, ben, il y en a quand même un certain nombre. Les petites touches particulières que moi j'adore, c'est les capres. Oui. Les capres qui sont Vinaigré, salé. vinaigrés, un peu salés. C'est exactement ça qui vient rehausser le tartare. Jaune d'œuf, moutarde, persil, ciboulette, du jardin bien entendu, Ben oui. des échalotes. Échalotes vertes et échalotes sèches, mais les deux pour le côté croustillant. OK. Un petit craquant de un petit l'échalote craquant française. de plus. Tabasco, ça c'est selon les goûts. Ça, j'aime ça. moi. Ah, pas moi. Non, t'es pas très Non, piquant. je suis pas très piquant, donc j'en mets une petite goutte. Liquid smoke. Un On petit appelle côté fumé qui est génial. Caramel de vin rouge. De vinaigre de vin. De vinaigre de vin rouge, pardon. Est-ce que c'est juste réduit ou tu rajoutes du miel, du sucre? C'est pas d'érable. Sirop d'érable. Et oui, j'ai un producteur d'érable ici. Comment je fais pour pas penser à ça? Fait que c'est le fun, l'alternative de la patate douce au lieu de mettre des biscottes de pain grillé ou des croûtons. Là. On va commencer avec la mousse à l'érable qui est très simple au niveau des ingrédients. Sirop d'érable, une feuille de gélatine et puis Jaune d'œuf, jaune blanc d'œuf, blanc d'œuf, crème. crème fouettée.
d'érable maison? Bien entendu. Hey. Avec du sirop foncé. Oui, Très goûteux. Oui, écoute, regarde la couleur. Puis vu que c'est le temps de la fin de la saison, canneberge en sirop pour rajouter un petit goût. Donc, M. Hudon, mon coup de cœur de votre fromagerie, c'est votre Sacre Bleu, qui est, comme son nom l'indique, un fromage bleu. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien, d'abord le Sacre Bleu, en effet, c'est un fromage bleu, puis c'est pas peu de choses, c'est que c'est assez compliqué de faire un bleu en lait cru, mais surtout avec du lait de chèvre. D'accord. Le Sacre Bleu, c'est un fromage qui est un assemblage de chèvre et vache, mais faut pas dire à personne, il y a toujours un petit peu plus de lait de chèvre. L'idée de départ, c'est d'en faire un fromage bleu de chèvre, OK. mais c'est très difficile de faire pousser le bleu, la bactérie à l'intérieur. Alors, avec le temps, on a fait des essais, on a ajouté un peu de lait de vache pour se faciliter la vie, OK. surtout pour lui permettre de vieillir un peu plus longtemps, parce que d'accord. sinon, le bleu avait tendance à s'éteindre, puis là, on se retrouvait avec un fromage bleu pas bleu. Ah, OK, en plus. Donc, moins vendeur. Un petit peu un bleu pâle. Un bleu pâle. Malgré tout, le Sacre Bleu est un fromage très équilibré. Alors, c'est pas un fromage... Il y a beaucoup de bleu, là, les gens associent ça à des goûts salés, à des goûts forts. Oui, effectivement. Pourtant, ce qui fait le bleu, là, on appelle ça du Penicillium roqueforti. OK. C'est la même... la souche, ça peut surprendre les gens aussi, c'est la même bactérie que du pain moisi, du pain bleu, c'est du Penicillium. OK. Et au Moyen Âge, ils utilisaient cette bactérie-là, puis pour faire les trous dans le fromage, ils piquaient le fromage avec des aiguilles à tricoter. D'accord. Original. Aujourd'hui, on a troqué ça. On n'a plus d'aiguilles à tricoter, on a une machine, une piqueuse. OK. Mais l'objectif est toujours le même, c'est d'introduire la bactérie, mais surtout d'introduire de l'air à l'intérieur pour permettre aux poches... La bactérie. Bien, c'est ça, la bactérie de se développer dans des petites poches de bleu. Alors, c'est pour ça que quand on regarde un fromage bleu, il y a des taches de bleu. C'est l'air qui a pénétré puis qui a permis au bleu de pousser. De se développer. Exact. Et cette bactérie-là a un goût qui n'est pas nécessairement si prenant que ça. Alors, c'est vraiment aromatique. Le Sacre Bleu, souvent, les gens nous disent j'aimais pas le bleu. D'abord, je suis surpris. Il est facile d'approche, il prend pas toute la place, il masque pas tous les arômes, on goûte encore la pâte. Oui, en effet. Et le bleu, on goûte le goût du bleu, le vrai goût du bleu. Alors, il n'est pas salé, il n'est pas trop vieilli, il n'est pas trop... C'est un peu toutes ces caractéristiques-là, d'ailleurs, qui me font choisir votre Sacre Bleu comme mon coup de cœur, puisque, comme vous venez de le mentionner, il y a certains bleus, comme je pense au Roquefort français, qui est vraiment, comme son nom l'indique, il y a le mot fort dedans et c'est presque piquant en bouche. Personnellement, c'est pas mon bleu préféré. Alors qu'ici, on a vraiment quelque chose une belle texture et puis en même temps, avec évidemment un vin liquoreux. Je pense on a été tout récemment dans des vignobles du Québec, donc des vins fortifiés, à la rigueur un vin de glace ou un cidre de glace ferait vraiment un très, très beau mariage. Tout à fait. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je me permets de le déguster devant vous. Goûtons. Et en plus, il a une bonne température et c'est vraiment très agréable en bouche. On perçoit le côté crémeux de la pâte. Et les petites lignes de bleu font en sorte que ça vient un peu... rehausser le tout. Rehausser, oui, c'est le bon terme, rehausser le tout. Et ce qui fait vraiment quelque chose de très, très bien. Comme vous le mentionnez, avec un accord, ça ne prendra pas toute la place. Alors, voilà, au lieu de se chevaucher, les accords vont se compléter. Exact. On va avoir un bel équilibre et tout ça va faire que vous allez terminer votre repas en beauté. Alors, c'est mon moment préféré de l'émission. Le moment où je me bourre la face, tout en faisant saliver. Alors, François, je veux juste récapituler avec toi, grossièrement, vite. On a chips de patates douces, tartare de canard, dans lequel on a des capres, échalotes vertes, échalotes françaises, moutarde, jaune d'œuf, huile de canola, sel et poivre. C'est pas mal le tour. Ouais, quand j'ai rien oublié, c'est pas pire. Je prends des notes personnelles quand je vais en faire chez nous. Puis on a nos super pousses de tournesol avec ton petit caramel de vinaigre de vin. Ça fait le tour. Fait que la technique, là, juste pour me diriger un petit peu, là, je suis mieux de prendre une chips. Je vais avec la chip Je aussi. te regarde, après ça, je vais... Ah, tu me regardes en premier. Ouais, je vais voir comment tu fais. Après ça, je vais te suivre. Tu vas savoir si c'est bon. Ouais. Non, ça, j'ai pas compris. J'en doute même pas. Plus les pouces sont durs à rentrer sur les chips. J'ai le biscuit. J'ai le biscuit sur les chips. OK.
Fais pas les grimaces. Non, faut prendre tout. C'est super bon. Phew! Ouais. Phew, c'est super bon. Hey, non, c'est vraiment bon, franchement. Je suis surpris, mais je pense à ça. C'est le principe de la viande qui me faisait peur dans un tartare, mais il se passe tellement d'autres choses, là. Ce que je goûte pas le plus, là, mais on le distingue bien. Franchement, là, c'est ta petite fumée, la moutarde de Dijon. Mais les câpes, je peux pas dire que ça me saute dans la bouche. On les sent quand même, il faut juste les chercher. Ils sont bien mélangés avec le reste. Donc. Super bon. Deuxième petite chose, mon François. Le champion de la mousse à l'érable. Ça va être la deuxième fois que j'y goûte, je le sais. Mousse à l'érable, sirop foncé que tu m'as dit tantôt. Oui. Puis on a le sucre d'érable maison par-dessus, bien sûr maison. Une canneberge à l'érable. Puis la tuile, est-ce que tu mets du sirop d'érable dedans? Non, le sirop d'érable, ça brûlerait avant d'être cuit. J'ai déjà essayé. Avec du sucre d'érable ou bien Non, du sirop d'érable, juste une goutte dans le mélange. Puis, ça... le mix n'a pas bien ressorti. On va essayer à un moment donné. Oui, écoute, je vais faire le... Je m'en remets pas à cuillère, je vais essayer d'y aller avec le whisky au complet. On bonne tes petites filles, enfin. OK, je plonge. Mais je suis curieux avec les canneberges, voir si ça va être... Ça va bien ensemble. Côté amer des canneberges, puis sucré du sirop. Écoute, la mousse est onctueuse, là, tu sais. Ça goûte l'érable, là. On est loin du petit gâteau Sara Lee congelé à l'érable de l'épicerie, là. J'espère qu'on en est loin. J'espère, écoute, il y a de l'effort là-dedans. Rien que le sirop d'érable. Là, j'ai un petit bout de génoise dedans. C'est super bon. Franchement, t'es un bon cuisinier, tu devrais partir à un restaurant. Monsieur Hudon, dans mon coup de cœur, on a parlé du Pénicillium Roqueforti qui permet de faire les lignes de bleu. Mais lorsqu'on fabrique des fromages, à part la matière première qui est le lait, dans ce cas-ci le lait cru, on a besoin de quoi d'autre? Bien, c'est somme toute assez simple. Le bleu se distingue justement parce qu'on va implanter ce champignon-là qui va donner la couleur bleue, le Pénicillium roqueforti que vous avez nommé. Oui. Mais sinon, justement, la base le plus important, c'est le lait. Le matin, quand le fromager reçoit le lait, c'est toujours la même chose. Alors, si on entre dans sa salle et on ne sait pas ce qu'il va faire, il pourrait faire toutes les recettes. Alors, c'est une des beautés de la chose. Le principal ingrédient, c'est ce qu'on appelle la présure. Okay. La présure, c'est une chymosine. C'est un enzyme qui s'appelle la chymosine. Okay. Et, il y a deux sortes de chymosine dans le monde. Il y a la chymosine animale. Ça, oui. C'est quelque chose qui est prélevé dans l'estomac du veau. Okay. Alors, il y a uniquement le veau. Le veau, oui, dans l'estomac du veau. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si ça existe dans d'autres animaux, mais celle qui est utilisée en fromagerie, la majorité du temps, c'est celle-là. Et on a trouvé de la chymosine dans les feuilles d'un arbre qui s'appelle l'olivier de Bohême. Et ça, c'est une chymosine végétale. Alors, cette chymosine-là est utilisée aussi par d'autres fromageries. Nous, on a fait le choix d'utiliser seulement de la présure végétale. D'accord. La présure, ça permet de faire cailler le lait. Alors, pour faire une image simple, là, on part d'un bassin de lait, on ajoute la présure et ça va se gélifier. Comme un yogourt. Comme un yogourt, comme un jello, là, ça va devenir de plus en plus dense. Et avec le temps, plus on avance en temps, plus le caillé va devenir dense. D'accord. Là, c'est le moment crucial où le fromager va travailler son caillé. Il va trancher son caillé avec des outils. On utilise le tranche-caillé, on peut utiliser différents outils. Ensuite, il va y avoir l'opération. Donc ça, c'est l'opération numéro 1, l'emprésurage. OK. Ensuite, on va passer au moulage. Alors, fromage, ça vient du mot formage. Au Moyen-Âge, on appelait ça faire des formes. Encore aujourd'hui, il y a des Français, vous allez entendre une forme, s'il vous plaît. Bien, c'est ça, c'est une forme de fromage. Alors, ça a été mélangé quelque part dans l'histoire. Maintenant, on appelle ça un fromage, mais on va former le fromage. Et c'est pour ça qu'on a des formes différentes selon les types de fromage. On en a qui sont rectangulaires, d'autres ronds, des gros, des petits. Des petites meules, des grosses meules. Et ça, c'est important parce qu'encore là, on est relativement dans des matières qui se ressemblent. Un jeune fromage bleu va ressembler peut-être à une jeune croûte fleurie, mais il n'y a pas eu de vieillissement, il n'y a pas eu d'attention encore qui a été portée à ces fromages-là. Et là, justement, de par cette forme-là, on va affecter l'autre période qui est le vieillissement ou plutôt l'affinage du fromage. OK. Alors là, on amène le fromage dans des conditions en cave, dans des conditions d'humidité, de température qui sont contrôlées.
peuvent varier à différents moments selon l'affinage. Les plus petites formes, les plus petits fromages vont vieillir plus vite parce que justement, ils sont plus petits. Ils sont plus petites, tout simplement. Tandis que les grosses meules, les 10 kilos, ça, c'est des trucs qu'on peut laisser affiner pendant des années, des mois. Ah oui? Puis c'est ce qu'on veut faire, dans le fond, parce qu'eux vont affiner plus lentement, dans différentes conditions. Puis entre-temps, on peut travailler la croûte, on peut frotter la croûte. Laver les croûtes, Laver, les croûtes lavées. cendrer, laisser aller la croûte comme elle est là. Alors, ça, c'est une étape qui est cruciale. OK. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi la 4e étape quand on fait du fromage? Le vieillissement? Non, faire la vaisselle. Ah, OK. Bon, ça, Nettoyer les moules. Oui, et puis, effectivement, quelque chose de très important parce que c'est une question de salubrité, tout simplement. parce que oui, on en a parlé au Québec. La salubrité, c'est. Moi, je fais souvent la blague. La moitié du travail du fromager, c'est de s'assurer que l'environnement, les salles, les équipements, tout est nickel, tout est propre. OK. Alors, ça, on met beaucoup de temps aussi là-dedans. Puis, il faut le mentionner parce que ça fait partie Du travail. de qualité, parce qu'on veut pas qu'il y ait des bactéries, que ce soit des bactéries environnementales qui viennent affecter ou un autre fromage. Bon, mais c'est très important. Oui, parce que d'éviter sinon, on les perd le goût contaminations. de l'originalité du fromage qui a été contaminé par d'autres bactéries de d'autres fromages. Exact. Puis dans Parfait. le fromage, c'est toute une question de levure, de champignons. Alors, ça, il faut être très D'accord. vigilant. Oh, mais c'était très instructif, M. Hudon. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, un gros merci à François Guillon pour son accueil et on remercie aussi sa conjointe Cynthia de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on vous invite à venir déguster leur excellente cuisine, vraiment savoureuse, remplie de produits de la région et de produits de la ferme. Alors, c'est un rendez-vous, s'il vous plaît. Venez déguster la cuisine du domaine de la Templerie. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.